Pratiquer les atterrissages forcés suite à la perte de puissance du moteur fait partie de la formation des pilotes. La procédure vise à sauver la vie des personnes à bord, mais qu'advient-il une fois que vous vous retrouvez indemne au sol? À quel point êtes-vous préparé pour survivre dans une région isolée en attendant les secours en hiver? Survivre un écrasement ou un atterrissage d'urgence dans l'arrière-pays est déjà en soi une expérience traumatisante. Mais les rescapés font maintenant face à un défi tout aussi considérable, à savoir assurer leur survie en attendant les secours. Être préparé et avoir un plan d'action peut faire toute la différence en matière de survie. Commencez par adopter une tenue vestimentaire qui assurera une protection adéquate compte tenu du territoire survolé. En hiver, ayez un anorak et des chaussures d'hiver, un chapeau et des gants chauds. Avant de prendre place à bord, posez-vous la question: pourriez-vous survivre pendant quelques jours avec ce que vous avez avec vous? Si vous répondez par la négative, révisez votre liste d'équipements. Immédiatement après l'atterrissage forcé, la priorité sera de s'éloigner de l'aéronef en cas d'incendie. N'y retournez que lorsque vous êtes certain que la situation est sous contrôle pour récupérer la trousse de secours et le matériel de survie. La prochaine priorité sera de prodiguer les premiers soins d'urgence. Arrêter les hémorragies, dégager les voies respiratoires, immobiliser les fractures et la colonne vertébrale et rassurer une personne en état de choc. En plus d'une trousse de secours, une formation en secourisme d'urgence est extrêmement précieuse pour s'acquitter à bien de cette tâche. Prenez ensuite des mesures pour obtenir de l'aide. Avez-vous réussi à émettre un Mayday ou à afficher le code 7700 sur votre transpondeur avant la conclusion de l'atterrissage forcé? La radio balise de repérage d'urgence, ELT, a-t-elle été activée? Fonctionne-t-elle? Ne supposez pas qu'elle s'est activée automatiquement. Vérifiez. Avez-vous déposé un plan de vol ou un itinéraire de vol? Si vous avez répondu dans l'affirmative à toutes ces questions, les chances sont que l'assistance sera en route à brève échéance, si les conditions météo le permettent. Si vous possédez un dispositif de messagerie GPS par satellite, activez-le maintenant. Vérifiez si votre radio à bord fonctionne. Les ondes d'une radio VHF se propagent à portée optique en ligne directe. Vos transmissions pourraient être vraisemblablement reçues par un avion de ligne vous survolant. Il est très peu probable qu'un téléphone cellulaire fonctionnera dans l'arrière-pays. Certains modèles sont toutefois dotés d'un compas numérique et d'un GPS. Tous deux peuvent s'avérer utiles. C'est maintenant le temps de mettre le plan d'action STOP en pratique. S'arrêter, tâchez de penser, ne paniquez pas. Quel était le dernier village survolé? Avez-vous vu une route? Quelle est l'heure de fermeture de votre plan de vol? Observez. Observez attentivement tout autour et écoutez. Entendez-vous des bruits de circulation routière, des motoneiges? Planifiez. Vous serez beaucoup plus apte à prendre les bonnes décisions après avoir réfléchi calmement. Si vous êtes plusieurs, partagez les tâches entre vous et mettez-vous au travail. Les circonstances dicteront ce que devrait être la première tâche à accomplir. Idéalement, allumez un feu aussitôt possible. Le feu est en effet une source de lumière et de chaleur, deux éléments nécessaires au confort des survivants. Soyez prêts également pour créer un panache de fumée qui attirera l'attention au cas où vous entendiez un avion à distance. En revanche, trouver ou bâtir un abri temporaire devrait être la priorité par conditions météorologiques inclémentes. À brève échéance, vous pourriez vous envelopper dans une couverture de survie ou une bâche. Tout ce qui offrira une protection contre le vent et les précipitations fera l'affaire. Votre objectif, c'est de rester au chaud et au sec afin de diminuer les risques d'hypothermie. L'épave elle-même pourrait même servir d'abri temporaire contre le vent, mais assurez-vous d'abord qu'elle soit stable et exempte de fuite d'essence. Construisez un feu sous le vent de l'abri. Autant que possible, employez du bois sec. Des branches mortes feront l'affaire. Constituez-vous une bonne réserve de bois avant la tombée du jour, car vous en brûlerez beaucoup pendant la nuit. Évitez de construire le feu directement dans la neige. Si la couche de neige est mince, balayez-la et bâtissez le feu sur le sol dénudé, sinon construisez-le sur une plateforme de pierre ou de rondins. Évitez de le construire sous un arbre recouvert de neige ou sous un surplomb. Sous l'effet de la chaleur, la neige fondante pourrait éteindre votre feu.
Aussi, faites attention aux incendies de forêt. Le niveau de succès pour allumer un feu dépend souvent du type d'allume-feu disponible. Idéalement, vous aurez emporté des allumettes hydrofuges ou des briquets au butane ou un allume-feu au magnésium ou des fusées de signalisation. La trousse de premier secours contient parfois des articles inflammables très utiles pour allumer un feu. Une petite quantité d'essence tirée de l'épave peut s'avérer utile pour allumer un feu. L'aéronef est doté d'un accumulateur qui, s'il n'a pas été endommagé pendant l'atterrissage forcé, s'avérera une excellente source d'étincelles pour l'allumage du bois sec ou de l'essence. Assurez-vous d'abord que la radio-balise ELT possède sa propre source d'alimentation électrique avant de débrancher la batterie. Le temps à passer à ramasser du bois d'allumage aussi sec que possible n'est jamais perdu. Une fois allumé, le bois sec génère beaucoup de chaleur. Pour créer de la fumée, ajoutez-y du bois vert ou humide. Si vous n'êtes pas convaincu que vous pourriez allumer un feu dans une vraie situation d'urgence, allez pratiquer ou prenez un cours de survie. Il arrivera que les efforts de recherche soient ralentis par une topographie accidentée ou des conditions météo capricieuses. Si vous vous retrouvez dans de pareilles circonstances, érigez un abri qui offrira la protection nécessaire. Érigez-le à courte distance, de préférence à vue, de l'épave. C'est en effet ce que les équipes de recherche tentent de repérer du haut des airs. L'abri le plus simple est formé d'une bâche supportée par une corde tendue entre deux arbres, au-dessus d'une épaisse couche de branches de conifères en guise d'isolation thermique. Ce type d'abri est convenable pour une ou deux personnes. Pour un groupe de 3 ou 4 personnes et en l'absence d'une bâche suffisamment grande, une structure formée d'arbres coupés et recouverte de branches de conifères protégera du vent et de la neige tombante. Des pièces peuvent être retirées de l'épave et utilisées dans la construction de l'abri. Signalez votre présence. De la fumée, surtout en grande quantité, attire l'attention. Idéalement, il se trouvera un espace à découvert à proximité, un lac gelé par exemple, où vous pourrez ériger un feu. Sachez que 3 feux formant un triangle est un signal de détresse reconnu. Vous n'avez qu'à ajouter des rameaux de sapinage ou des feuilles pour obtenir de la fumée. Ayez-en de grandes quantités sous la main, prêtes à jeter sur le feu au cas où vous entendiez ou aperceviez un avion. Ajoutez-y de l'huile à moteur ou des pneus ou d'autres pièces provenant de l'épave pour créer une épaisse colonne de fumée noire beaucoup plus visible à distance qu'un simple feu de camp. Des signaux visuels sol-air tels que le V, demande d'aide, ou le X, demande d'aide médicale, ou le SOS peuvent être formés avec des branches, des pierres ou des bâches en matériel fluorescent ou contrastant. Chaque lettre devrait avoir au moins 8 pieds ou 2,5 mètres de large. Une toile de couleur très voyante fichée au sol est très pratique pour attirer l'attention des chercheurs en vol. Ils sont à l'affût de tout ce qui sort de l'ordinaire ou hors de contexte sur le sol. Il sera plus facile de repérer un avion abîmé du haut des airs quand ses ailes et son fuselage sont de couleur vive. Tenez l'épave libre de neige ou de débris pour la rendre aussi visible que possible. Un miroir de signalisation est très efficace pour signaler sa présence par temps ensoleillé. Faute de miroir, servez-vous d'une pièce réfléchissante tirée de l'épave, une fenêtre par exemple, ou du papier d'aluminium. Servez-vous seulement de vos fusées de signalisation quand vous êtes confiant qu'elles seront aperçues. En pleine noirceur, les bâtonnets de signalisation sans pile fonctionnent bien, tout comme les lampes de poche ou frontales, les lumières stroboscopiques, de même que les flashs d'appareils photographiques. Prévenir la déshydratation est une autre source de préoccupation. Bien qu'il soit possible de survivre quelques jours sans eau, les besoins en eau augmentent dans une situation de stress élevé. Il est recommandé de boire de 2 à 4 litres de liquide par jour. En dépit du fait que nous éliminons beaucoup d'eau par la respiration et la transpiration, nous négligeons souvent de boire suffisamment par temps froid parce que nous ne ressentons pas la chaleur. La consommation d'eau potable est essentielle à la survie. Il se peut que la neige soit votre seule source d'eau disponible. L'ingérer sans la faire fondre d'abord peut entraîner l'hypothermie. Si vous n'êtes pas certain que l'eau disponible est potable, purifiez-la d'abord avant de la consommer. Si vous avez un récipient convenable sous la main, faites-la bouillir pendant 10 minutes,
plus 1 minute pour chaque 300 mètres d'altitude. Sachez qu'en hiver, les filtres-pompes sont affectés par le gel. Autrement, traitez l'eau avec des comprimés de purification. Compte tenu que les secours arrivent assez rapidement sur les lieux dans la plupart des situations d'urgence, la nourriture n'est pas une priorité. Même s'il est possible de survivre pendant quelques semaines sans nourriture, à court terme, le corps a cependant besoin d'aliments riches en glucides qui s'absorbent rapidement afin de combattre l'hypothermie. Emportez par exemple des tablettes énergisantes, des barres au granola ou mélange de fruits secs et de noix. Rappelez-vous que la nourriture est importante pour le maintien du moral des survivants. Finalement, conservez votre énergie. Ne comptez pas trop fermer l'œil si vous passez la nuit dehors, au froid, dans une région éloignée. Si vous avez été porté manquant et que les services de recherche ont été alertés, il y a quelqu'un, quelque part, à votre recherche. Soyez calme et confiant. La réglementation exige que tout aéronef fonctionnant dans une région où l'assistance pourrait être ralentie par l'éloignement ou l'inaccessibilité doit avoir de l'équipement de survie à bord. La trousse de survie de l'aéronef devrait inclure tout ce qui est nécessaire pour administrer les premiers secours, construire un abri, bâtir un feu, signaler sa présence et purifier l'eau. Le matériel doit être en quantité suffisante pour assurer la survie de chaque personne à bord pour un minimum de 72 heures. Les pilotes avertis emportent une trousse de survie personnelle dans leur poche ou dans une veste de survie conçue à cette fin. Il arrive parfois que les survivants ne puissent retirer la trousse de survie de l'épave et qu'ils se retrouvent dans une situation de survie avec seulement ce qu'ils ont sur eux. Nous souhaitons tous de ne pas avoir à mettre ces connaissances en pratique dans une véritable situation d'urgence. Nous devrions cependant être capables d'y faire face. Non seulement faut-il porter une tenue vestimentaire adéquate et avoir l'équipement de survie nécessaire à bord, en plus d'une trousse de secours complète et du matériel de signalisation, mais il faut en plus être familier avec les techniques de survie. Suivez un cours de survie. Planifiez vos vols minutieusement et soyez prêts à affronter le pire scénario. Votre vie et celle de vos passagers pourraient en dépendre.